À droite, il y avait un champ de blé. Derrière, il y a les houblonnières. Et puis, de l'autre côté, il y avait de l'orge. Il y avait même du colza un peu plus haut. Donc, on a perdu sur le banc d'Ittenheim, on a perdu 53 hectares. C'est 10% de notre banc. Moi, à titre personnel, au début, j'étais toujours opposé aux COS. En tant qu'agriculteur, je ne pouvais pas être d'accord de perdre les terres. Et à partir de là, on s'est dit, qu'allons-nous faire ? Une autoroute pour contourner Strasbourg, une idée qui fait du bruit, d'autant que cette autoroute, son projet en tout cas, serait assorti d'un péage. Le contournement, ça fait déjà un bail qu'on en parle. Le matin, il faut partir très tôt. Et le soir, rentrer relativement tard. Sinon, j'ai 1 heure dans les bouchons. Il y a tous ces camions, ça c'est insupportable, vous savez. Avant de faire un grand contournement, peut-être on aurait pu songer à développer le tram, par exemple. Donc je suis partagée. Bonjour à tous. Faut-il faire ou ne pas faire le grand contournement ouest de Strasbourg ? Après un quart de siècle de réflexion, le débat est enfin lancé. C'est vraiment un projet qui traîne entre des premières réflexions qui datent d'avant l'élection du président Giscard d'Estaing jusqu'à une inauguration en 2021. C'est invraisemblable. Aujourd'hui, on diffuse des particules fines sur toute l'Eurométropole à longueur de journée, à longueur d'année. Il y a un enjeu de santé publique. La qualité de l'air, c'est de la santé publique. Aux heures de pointe, bouchons et ralentissements sont ici le lot quotidien des automobilistes. Aujourd'hui, on a atteint la saturation sur cette voie qui accueille pêle-mêle trafic local, régional et poids lourds en transit. Et c'est bien là le problème. Les opposants et cette autoroute, pour eux, était un non-sens. Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ce qu'on est en train de construire, c'est un couloir à camion pour emmener des tomates du sud qu'on envoie au nord et celles du nord qu'on envoie vers le sud. Mon combat, à moi, ça a toujours été de donner du sens à la route. Ce qui serait intéressant, c'est que l'État s'exprime sur ce sens-là. Dise, oui, ça résout les problèmes, il faut le faire. Ah non, ça ne résout pas. Il ne faut pas le faire. Et ça, vous n'avez jamais eu de réponse ? Jamais. Je connais pas l'issue exacte encore de cette histoire, mais il y a un truc à raconter, quoi. Il y a un truc à raconter et ça vaut le coup, quoi. On nous a mis une autoroute que les Strasbourgeois voulaient absolument. Hein. Et alors que voulez-vous qu'on y fasse ? Même la lutte, elle n'a servi à rien. Ça commençait un petit peu tendu. Voilà, c'est sûr, pour trouver sa place, c'est pas évident. Parce qu'il y a les opposants, et puis il y a les gens qui sont d'accord, sauf que les gens qui sont d'accord, ceux-là, on les entend pas, et on entend surtout les opposants. Face à un nombre de gens considérables silencieux, évidemment, l'impression est que cette autoroute n'a que fait l'objet de contestations, ce qui n'est pas le cas. Sur le plan institutionnel, il y a eu un accord métropole, un accord de la région, un accord du département, où ces gens-là ont signé pour soutenir le projet de GCO. Alors nous, notre métier, on est transporteur routier. Sur l'axe A35 actuel, dès que vous avez un grain de sable, tout Strasbourg est coincé. Ce qu'on a malheureusement appelé le grand contournement, on est en fait sur un grand raccourci, puisque vous faites 23 km d'autoroute au loin de Strasbourg, plutôt que de faire 27 km d'autoroute en sillonnant la ville et le milieu urbain en cœur de Strasbourg. L'idée du projet, c'était de dissocier le trafic de transit du trafic de domicile-travail. C'est vraiment un contournement. Elle n'a pas pour vocation à desservir les communes traversées. Elle a vraiment pour vocation de soulager l'autoroute A35 du trafic de transit qu'elle supporte et donc toute l'agglomération de Strasbourg de son trafic de transit. Il était nécessaire pour les Strasbourgeois, pour Strasbourg, pour l'agglomération et pour le territoire tout entier, de désaturer cette autoroute qui était complètement figée. Entre l'idée de départ et l'utilité publique, il y a eu évidemment beaucoup de concertations, beaucoup d'études, mais il a quand même fallu 35 ans pour sortir la déclaration d'utilité publique. Il y a eu beaucoup de tensions sur cette opération, beaucoup d'hésitations parfois, de projets qui vacillent, qui redémarrent, qui est suspendu. Ça correspond bien à notre société aujourd'hui. Chacun défend son précaré.
Les uns défendent un segment qui est celui de la nature, les autres défendent un segment qui est celui de l'économie, les troisièmes celui des mobilités. Et comment on fait société? Comment on fait sens commun sur un territoire partagé? Mais il doit y avoir des espaces de concertation, voire d'affrontement. C'est sain, c'est positif. Et ça permet là aussi de passer d'un projet technique à un projet humain, à un projet de territoire. Le projet a été mis en appel d'offres en concession en 2012. C'est d'ailleurs Vinci qui a été attributaire pressenti. Et puis l'État a décidé d'arrêter le projet. Et ce n'est que 3 ans après, en 2015, que l'État a relancé un appel d'offres pour une mise en concession. Et c'est à nouveau Vinci qui a obtenu la concession pour financer, concevoir, construire et exploiter l'autoroute. Fin janvier 2016, le contrat de concession démarre et c'est là que l'équipe projet se constitue. C'est là qu'on organise le projet pendant toute sa phase de conception et de construction. Pour nous, c'est le top départ, hein. C'est le démarrage de l'aventure. Tout de suite, en arrivant, on s'est dit la première chose à faire, c'est d'aller voir les maires. On organise des rencontres juste pour se présenter aux élus, tout simplement. Donc on a 25 communes, donc on prend 25 rendez-vous. Je me rappelle toujours, en fait, une des premières rencontres, c'était avec la commune de Kolbsheim. On s'est rendu à la mairie à la date prévue. J'arrive, je lève la tête, je fais oulala. Je sais plus, il y avait des banderoles, je pense, sur la mairie, etc. Traduit en français, ça veut dire Vinci, rentrer chez toi. Et puis on arrive avec André et Jean-Luc dans la salle de la mairie. Et là, au lieu d'avoir le maire tout seul, on a une assemblée de 8 ou 9 maires, plus des journalistes. Et on se dit, oulala. C'est-à-dire, quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un et vous attendez à ce qu'il soit seul et vous vous trouvez face à 10 personnes qui sont plutôt hostiles au projet dont vous avez la mission de le réaliser, je pense qu'on peut aisément comprendre que ça peut être un petit peu déstabilisant. C'est un projet dont on parle depuis 40 ans. Tant que ça reste des discussions, les oppositions ne sont pas très très fortes. Et puis, plus on a été présent sur le chantier, la tension a monté. On dit aux gens de Vinci qu'ils ne sont absolument pas les bienvenus chez nous pour nous imposer un sacrifice inutile. Personne ne veut d'une autoroute au fond de son jardin. Donc l'opposition locale des riverains, des propriétaires des communes traversées, elle est compréhensible. Nous sommes allés dans les mairies, nous sommes allés rencontrer les riverains. Nous avons vu des gens arriver énervés, fatigués. Et en fait, d'expliquer, de montrer, de justifier, on a vu des gens effectivement apaisés. Là, vous avez 190 mètres. Mais là, en fait, regardez, là, je vais mettre au niveau du lotissement, vous verrez qu'on ne voit pas l'autoroute. Ils sont plus loin. Vu qu'elle est, et puis elle est enterrée. Voilà, là, vous voyez, elle n'est pas en tunnel, mais elle est à 9 mètres en dessous du sol. La majeure partie du tracé, on passe loin des villages. Le tracé est encaissé, le tracé est en déblai, ce qu'on appelle. Je suis quasiment persuadé que les riverains sont aujourd'hui rassurés de ce qu'ils voient et en fait de ce qu'ils ne voient pas. C'est ça qui intéresse les gens, finalement, c'est de savoir, demain, chez moi, ma maison, de mon jardin, qu'est-ce que je verrai, qu'est-ce que j'entendrai. Ça, c'était vraiment un échange de personne à personne et ça a été, je pense, apprécié et en tout cas efficace. En fait, souvent, ce à quoi il faut faire face, c'est la peur, mais par méconnaissance. Et donc, il faut supprimer cette peur, il faut se dire, voilà, est-ce qu'on peut intelligemment travailler ensemble? En tant que maître d'ouvrage, c'est vraiment connaître le territoire, de le comprendre. C'est la base de notre travail, en fait. L'idée, c'est de se mettre autour de la table et de négocier au maximum. À l'origine, le COS devait passer à 300 mètres de notre village. Suite à ces négociations, on est quand même arrivé à le repousser à 1,3 km. Il y avait un petit peu deux attitudes de maires, les maires qui s'opposent le plus longtemps possible dans le cadre du droit, mais qui ne font pas de facilité, et ceux qui avaient une attitude plus conciliante et de dire maintenant ce projet il est souhaité par l'État, il est presque imposé, même les maires n'étaient peut-être pas forcément pour, mais de dire maintenant qu'il est là, on va essayer de négocier pour que la commune soit le moins impactée possible par cette autoroute. On n'a pas de compensation parce qu'à la municipalité, les opposants n'ont pas demandé. La triste réalité, elle est bien là. Pas un arbre en compensation à Kolbsheim. Oui. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Même pas un arbre a été demandé. Quand on est arrivé en fin 2015, début 2016, on était au tout début de la conception, on pouvait encore faire évoluer le projet. On pouvait encore bouger les aménagements paysagers, bouger les écrans acoustiques. Par la suite, on est en phase construction pure et dure.
c'est trop tard. La stratégie que nous, on a retenue dans cette affaire-là, c'est de dire, bon, au bout d'un moment, il y a une déclaration d'utilité publique, donc le projet va se faire, mais c'est d'être suffisamment précoce pour négocier suffisamment tôt tous les aménagements. Et donc, notre positionnement, c'est de dire, on essaie de négocier le plus possible de mesures compensatoires pour qu'au bout du compte, les agriculteurs qui restent de chaque côté, l'impact soit limité. Donc il faut être capable de se projeter en disant qu'est-ce que le territoire aurait besoin d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est comme la peste. Un face-à-face un peu tendu entre les salariés du groupe Vinci et les opposants au GCO. Certains se sont même enchaînés aux engins de chantier. Les travaux de déboisement prévus de bon matin n'ont pas pu commencer. Les zadistes occupant les lieux ont prévenu les habitants dès l'arrivée des pelleteuses. En septembre 2017, nous étions en possession des autorisations nous permettant de réaliser les travaux préparatoires, dont notamment les travaux de déboisement. Si on ne peut pas traverser ces zones-là, le projet ne peut pas avancer. Et ça fait 2 ans qu'on attendait ce démarrage. Donc les équipes qui sont mobilisées, qui montent en tension, prêts à démarrer, et coup d'arrêt. Et en plus, au moment où ils sont arrêtés, on savait qu'on était arrêtés pour 1 an. Puisque le calendrier écologique fait que tu peux déboiser seulement au mois de septembre et un peu en octobre. Bon, et on sentait que là, ils nous avaient arrêtés, c'était 1 an et qu'on allait perdre 1 an. Et les 2 ministères, unanimes, ont dit on arrête les travaux. Certains opposants ont eu l'impression qu'il y avait une sorte de légitimation de leur opposition à l'époque. C'est de là que finalement les ennuis ont démarré. Les opposants ont cru que cette autoroute allait se terminer, ou en tout cas n'allait jamais démarrer, et ont mené un certain nombre d'actions. Et nous n'étions pas là pour discuter de l'utilité du projet, puisque ça avait été décidé par l'État en 2008, mais pour discuter de comment on peut faire pour améliorer l'intégration de l'ouvrage dans son environnement, dans son territoire. Tout aurait pu basculer, on aurait pu imaginer ne pas être au rendez-vous, ou laisser courir le délai, ou carrément, fermement dire non, ce projet n'est plus d'utilité publique, et donc tout se serait arrêté. On en vient au grand contournement ouest de Strasbourg. Le gouvernement a donc décidé de prolonger la déclaration d'utilité publique jusqu'en 2026. Le 31 août 2018, je signe en qualité de préfet de région l'arrêté d'autorisation unique permettant la réalisation de l'investissement. Et donc, il y a eu, à un moment donné, à l'époque de mon prédécesseur, une opération importante d'évacuation pour que le chantier, qui avait été déclaré d'utilité publique, puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. On gaz les élus. Ça a été des moments difficiles, ça a été des moments douloureux. Nos équipes, elles ont l'habitude de faire des travaux, et généralement, quand on arrive dans une région, le grand projet, les gens sont contents, quoi, et ils attendent cette opération. Et quand on a repris, c'est monté en tension, l'évacuation de la ZAD, 700 gendarmes, c'est pareil, nous, c'est pas notre truc, quoi. Donc, voilà, mais pendant 2 ans, même 3 ans, ça a été quand même assez compliqué. On a pu du coup démarrer à peu près en octobre, le temps de s'organiser. Et après, il y a eu énormément d'actions judiciaires devant les tribunaux, puisque pour faire une autoroute, il faut à peu près entre 100 et 120 autorisations, que ce soit permis de construire, autorisation environnementale, des aspects fonciers, et ces autorisations sont attaquables. L'aménageur, il est présumé coupable. Enfin, nous, ce qui nous anime, c'est effectivement de faire œuvre utile, de participer à des projets d'utilité publique et de le faire le mieux possible. Et effectivement, quand on est devant le tribunal, on est en plein dans cette présomption de culpabilité qui est éprouvante au quotidien. Et le dossier, finalement, après d'autorisation environnementale, a quand même connu beaucoup de rebondissements et a duré beaucoup plus longtemps. Donc te dire qu'on a eu la foi jusqu'au bout et qu'à un moment, on ne s'est pas dit bon, ça fait beaucoup, quoi, ça ne serait pas vrai. La complexité de ce projet, c'était justement la gestion des parties prenantes, la concertation et l'enjeu environnemental. Il faut bien comprendre que l'enjeu environnemental, c'est lui qui a dicté la conception du projet, c'est lui qui a dicté l'avancement du projet, et je suis convaincu qu'en phase d'exploitation, c'est lui qui va dicter aussi notre capacité à exploiter une autoroute nouvelle génération.
En fait, le planning travaux tel que nous l'avons imaginé au début, nous l'avons mis de côté. Il ne servait à plus rien. Il ne servait plus rien puisque ce qui nous donnait le droit de réaliser des travaux était conditionné par la mise en place des mesures de compensation. Et donc clairement, c'est l'environnement qui a dicté l'avancement du chantier et l'avancement des opérations, notamment de terrassement. Autour de ce chantier, on a réalisé un certain nombre d'aménagements écologiques qui effectivement ont du sens et auront un impact positif sur les espèces. Par exemple, sur le projet, on traversait beaucoup de fossés qui avaient été rendus rectilignes dans les années passées. Et dans le cadre du projet, on a réussi à les reméandrer finalement pour faire que l'écoulement se fasse plus lentement et pour recréer des espaces de vie au bord de ces cours d'eau. Ici, on est allé plus loin que la réglementation sur la résilience de l'infrastructure. On saura stocker une crue centenale dans nos bassins et dans nos zones de compensation hydraulique. Typiquement le hamster, qui vit en fait dans un milieu agricole, on était de toute façon dans cette logique-là de dire les mesures compensatoires qui vont se mettre en place, on remet en place un système agricole qui est favorable au milieu de vie du hamster. Qui dit changement de pratique, dit perte de production agricole, puisqu'on leur fixe des contraintes qui ne sont pas celles qu'ils ont habituellement. Donc ils perdent de la production et on indemnise ça. Et donc tout ça, il faut le mettre en pratique sur des hectares et des hectares, puisqu'on a eu 1000 hectares de compensation hamster. Le hamster, c'est une espèce importante, c'est une espèce parapluie, puisque avec elle apporte plein d'autres espèces plutôt classiques, mais qui font partie de la biodiversité ordinaire. Le fait de l'avoir, ça veut dire qu'on protège toute une cohorte d'espèces qui vont avec. Aujourd'hui, le COS, c'est le top niveau. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et on a tout fait. On a mis en œuvre 1300 hectares de mesures de compensation. C'est 4,5 fois l'emprise définitive du projet. Un ouvrage tous les 200 mètres, c'est 20 fois plus que les autres autoroutes en France. C'est-à-dire qu'au kilomètre, le ratio des ouvrages pour permettre à la faune de passer en dessous ou en dessus de l'autoroute est 20 fois supérieur aux autres autoroutes en France. Le monde a changé. Effectivement, la réglementation évolue de façon permanente. Ici, on est arrivé à un niveau vraiment sans précédent de mesures environnementales, mais je pense qu'on ne construira plus jamais une autoroute comme avant. Et donc ce niveau, finalement, c'est le nouveau standard. Évidemment, l'absence de perte nette de biodiversité, le fait de mettre en œuvre les mesures de compensation au fur et à mesure des impacts, on sent bien que ça va être la règle pour les prochains projets d'infrastructure. Ah bah c'est beau, c'est une nouvelle infrastructure, c'est superbement fait, c'est un chantier qui fait rêver, franchement, quoi. Un territoire n'est attractif que si la mobilité fonctionne. Quand une grosse entreprise veut s'installer sur un territoire, elle regarde aussi ce qu'il y a pour ses collaborateurs et ses collaboratrices. Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des universités? Est-ce qu'il y a de la culture? Etc. Et tous ces éléments-là sont constitutifs de ce qu'on appelle l'attractivité. Et dans le terme d'attractivité, il y a aujourd'hui la partie environnementale et bien-être et bien vivre qui devient de plus en plus importante. Donc on doit y veiller, quoi qu'on fasse, quel que soit le projet. La nouvelle autoroute, le nouveau contournement de Strasbourg qui se met en place, c'est le début d'une nouvelle aventure. Là, ce que l'on vient de construire, ce qui va s'ouvrir, c'est un élément décisif d'une nouvelle manière d'organiser les mobilités à l'échelle d'un département, voire d'une région. C'est assez exemplaire. En travaillant sur la mobilité voiture, en même temps, nous développons aussi une stratégie sur le train et une stratégie sur des bus interurbains avec un déplacement beaucoup plus fluide grâce à l'ancien barreau. Donc une meilleure fluidité des transports en commun, une meilleure densité de transports en commun. Voilà l'objectif final que nous sommes en train de dérouler.